Quelle place occupe le sexe dans la vie d'un philosophe stoïcien? Eh bien oui, vous l'aurez compris, je suis un homme simple. À peine je commence mon parcours de découverte du monde de la philosophie stoïcienne que je me penche tout de suite sur les questions les plus importantes. Parce que vous comprendrez, comme ça, il n'est pas trop tard pour changer de philosophie s'il y a quoi que ce soit. Eh bien non, je blague bien sûr. Parce que mine de rien, en discutant avec ma copine, le sujet est venu sur la table. Est-ce que les philosophes stoïciens encouragent ou essaient d'éviter la consommation des plaisirs charnels? Parce qu'en même temps, il y a deux éléments qui viennent en contradiction en tant que tels. Les philosophes stoïciens sont connus pour leur tempérance, leur capacité à gérer leurs désirs, gérer la tentation en tant que telle, mais d'un autre côté, ils vivent en harmonie avec les lois de la nature. Et les lois de la nature, on les connaît, ou au moins on en connaît une. Que cela ne tienne, car je vais répondre à cette question qui me turlupine, et la réponse est simple. Je sais pas. J'ai aucune idée. Honnêtement, j'en ai aucune idée, pour vrai, pour la simple et bonne raison que j'en suis encore à je dirais, mon parcours de découverte de la philosophie stoïcienne est assez jeune. Ne vous détrompez pas, là, j'ai quand même lu pas mal de livres, ça fait quand même un certain petit moment là, que je m'intéresse à la philosophie stoïcienne. J'ai lu des livres de Ryan Holiday, Épictète, Marc Aurèle, différents livres de Sénèque, etc., etc. Sauf que la réalité est que je n'ai pas toutes les réponses. J'en reste encore quand même assez jeune dans mon parcours. Et tant qu'à soulever cette question, eh bien, soulevons-la et découvrons la réponse ensemble. Donc, vous comprendrez que je n'ai pas fait qu'une vidéo YouTube pour aborder un sujet puis vous dire « je le sais pas ». On va effectivement le découvrir ensemble. Et pour rendre la chose encore plus intéressante, déjà à la base, qu'est-ce qu'on aurait tous fait en situation où on n'a pas la réponse à une question? Bien sûr, on aurait eu le réflexe d'aller sur Google. Chose que je n'ai pas fait. Parce qu'effectivement, c'est un réflexe qu'on a, sauf que c'est un réflexe qui est quand même assez néfaste, parce que ça ne nous pousse pas, du moins ça ne nous pousse pas assez à réfléchir, à développer nous-mêmes notre pensée. On se fie tout le temps à l'opinion de quelqu'un pour aller chercher notre propre savoir. Or, je n'ai pas été sur Google, je n'ai pas été voir en tant que tel qu'est-ce que les professionnels disent à propos de cette question. Et il faut comprendre qu'effectivement, la philosophie, c'est le domaine dans lequel il faut développer sa propre pensée. Donc d'où m'est venue effectivement l'idée de faire cette vidéo-là. De commencer par, on se mouille en premier, on répond à la question. On est des philosophes, on réfléchit sur la vie, alors réfléchissons ensemble sur cette question-là. D'ailleurs, c'est une des approches effectivement que Socrate avait. Les gens qui allaient voir Socrate en tant que tel allaient le voir parce qu'effectivement, c'était un philosophe, c'était un érudit, etc., etc. Donc les gens allaient le voir avec des questions. Socrate, qu'est-ce que tu penses à propos de ci? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Etc., etc. Et souvent, ce que Socrate faisait, c'est qu'en fait, il ne répondait pas à la question. Ce qu'il faisait, c'est qu'il questionnait la personne devant lui. Qu'est-ce que toi, tu penses qu'on devrait faire? Selon ce que tu me dis, penses-tu que c'est mieux de faire ci ou penses-tu que c'est mieux de faire ça? Qu'est-ce que tu penses quelles vont être les répercussions de faire ci? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont être les répercussions de faire ça? Et ainsi, Socrate ne divulguait jamais aucune réponse. Ce qu'il faisait, c'est qu'il questionnait les gens pour que les gens puissent d'eux-mêmes développer leur propre pensée selon leurs expériences, selon leurs connaissances, selon leurs ressentis aussi. Et au fil du temps, cette méthode socratique d'aller chercher les réponses a donné vie à ce qu'on appelle aujourd'hui la maïeutique, la méthode qui consiste à faire naître les idées au travers d'un questionnement. Donc effectivement, dans cette vidéo-ci, je vais commencer par vous donner justement ma réponse. Pourquoi je n'arrive pas à une réponse précise, quels sont les éléments qui entrent en conflit, vous allez voir, il y en a deux. Donc, je vais vous donner ma réponse. Ensuite de ça,
une fois que la réponse va être donnée, on va aller chercher une vraie réponse ou une réponse différente provenant de professionnels qui se connaissent plus dans le domaine de la philosophie stoïcienne. Fait qu'on va faire des recherches Google, on va aller voir qu'est-ce que les autres gens disent. Et puis, bien évidemment, vous êtes aussi invité à développer votre propre réponse. Hein? Dans les commentaires, vous pouvez me laisser votre vision des choses. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Comment est-ce que vous voyez la chose? Comment, selon vous, est perçu le sexe selon les philosophes stoïciens? Je vous invite fortement, la question vous est aussi posée et ce serait très intéressant en fait de voir votre vision des choses sur cette question-là. Donc effectivement, on va commencer par attaquer notre propre point de vue sur la question. Donc sans plus tarder, mouillons-nous et répondons à la question: quelle place occupe le sexe dans la vie d'un philosophe stoïcien? Et là, on va se donner un petit peu de barème là, dans notre réflexion, hein, parce que il y a différents niveaux de consommation de chair. Hein. Ici, on ne fait pas référence à tout ce qui est orgie, débauche. On ne fera pas référence à tout ce qui est consommation exagérée de sexe, bien entendu, parce que ça, c'est évident. Non. Lorsque les philosophes stoïciens parlent de tempérance, hein, de modérer nos désirs, de contrôler nos tentations, eh bien c'est un peu à ça qu'ils font référence. Ils font référence à une consommation de sexe. Et parfois qui peuvent être un peu exagérés. On fait plus référence un peu à la normalité, à une consommation normale. Hein? Une maison, un foyer plus commun en tant que tel. Hein, une relation mari et femme, conjoint-conjointe, etc., etc. Donc, c'est là que ça devient, on n'est pas dans l'excès, on est dans la normalité en tant que tel. Sauf que, quel est le point de vue d'un philosophe stoïcien là-dessus, justement? Et c'est là que ma pensée est un petit peu divisée sur le sujet. Parce qu'effectivement, d'un côté, les philosophes stoïciens nous parlent de contrôler nos désirs, de contrôler, de bien gérer nos tentations. Quand on parle de tentation, bien sûr, on fait effectivement référence justement à ça, au sexe. Mais d'un autre côté, il y a quand même cet élément il n'y a jamais aucun stoïcien là, qui a fait vœu d'abstinence et ainsi de suite. Donc, il y a quand même ce côté qui est quand même... Personne n'a dit que c'est interdit. Et un élément là, qui a vraiment poussé ma curiosité et ma réflexion un petit peu plus loin, pour ceux qui ne le savaient pas, Sénèque était le précepteur de Néron. Néron, qui était l'empereur de Rome à l'époque. Et donc, Sénèque, en tant que précepteur, le précepteur, c'est un peu comme un mentor. Okay? C'est quelqu'un qui va justement lui enseigner la philosophie, la sagesse, qui va lui partager un peu ses expériences, sa sagesse, et ainsi de suite. Et Néron, étant l'empereur, le payait quand même une très bonne somme pour cette sagesse-là. Et donc, Sénèque était bien évidemment très riche en tant que tel. Donc, c'est là qu'il y a un peu une certaine contradiction. Hein? Sénèque qui était un philosophe stoïcien riche, il n'y a pas un peu une sorte de contradiction là-dedans? Parce qu'on a l'idée un peu préconçue qu'un philosophe, hein, un sage philosophe, que ce soit stoïcien ou peu importe la philosophie, doit être pauvre, ne pas se laisser tenter à la possession des biens matériels, aux richesses, et ainsi de suite. Un philosophe doit se contenter de peu. Il y a même beaucoup de philosophes qui ont fait vœu d'abstinence, ou des fois on les voit souvent seuls, qui n'ont pas nécessairement d'enfants, qui n'ont pas nécessairement de femmes ou quoi que ce soit. Donc il y a un peu cette idée préconçue que le sage philosophe doit vivre dans le peu de choses. Surtout quand on pense que effectivement le sage stoïcien parle de tempérance, de modérer ses désirs, ses tentations et ainsi de suite. Et comment est-ce que Sénèque répondait justement au fait qu'il était très abondamment riche en tant que tel? Sénèque pouvait vivre dans la richesse et il le justifiait par sa capacité à vivre sans cette richesse-là. OK? Il l'a très bien dit justement dans son livre La vie heureuse et la brièveté de la vie.
Excellent livre d'ailleurs, je vous le recommande fortement. Vous trouverez le lien dans la description. Dans le livre, il disait que personne ne dit qu'un philosophe devait être pauvre. C'est une compréhension qu'on a de ça, sauf que personne ne dit que c'était obligatoire d'être pauvre. Un philosophe stoïcien peut être riche, sauf que il ne doit pas être dépendant de cette richesse-là. En fait, la richesse est un préférable, mais le philosophe stoïcien ne doit pas être possédé par sa fortune. Il doit être capable de posséder une fortune, mais ne doit pas être possédé par cette fortune-là. D'ailleurs, c'est la même chose pour Marc Aurèle, qui était l'empereur de Rome, qui lui était à l'époque l'empereur le plus riche là, qui soit. Là. Il avait énormément d'argent, énormément de biens matériels, sauf que lui-même le disait dans son livre Méditation, que tout ça n'était que des biens matériels qui vouaient absolument aucune importance à ça. Même qu'un jour, alors que Rome faisait face à beaucoup de guerres, à beaucoup de pandémies, il y a eu un creux à mener au niveau monétaire, et Marc Aurèle a fait la vente de ses biens. Okay? Il a vendu tous ses biens. À l'époque, c'était des vases, des peintures, tout plein d'ornements, de métaux riches, de métaux précieux, et ainsi de suite. Et il en a fait la vente, carrément, de tous ces biens-là. Et les profits qu'il a fait de cette vente-là, les a réinvestis pour Rome, pour tenir Rome à flot, et ainsi de suite. D'ailleurs, il a vendu les robes de sa femme, il a vendu les bijoux de sa femme, et ainsi de suite. Donc voilà, comme quoi que oui, la richesse est un préférable parce que c'est un véhicule pour être capable de s'émanciper. Hein? On ne se le cachera pas, la richesse aide à véhiculer son discours, sauf que le philosophe stoïcien doit aussi être capable de véhiculer son discours et de vivre sans cette richesse-là, tout comme nous l'a prouvé Marc Aurèle. Donc pourquoi je fais cette grande aparté? C'est parce qu'effectivement, si Sénèque vivait dans la richesse alors qu'on croyait qu'un philosophe ne pouvait pas vivre dans la richesse, alors ça vient briser un peu cette idée préconçue qu'on a qu'un philosophe ne doit pas vivre dans la richesse. Donc, par conséquent, vient un peu briser aussi l'idée préconçue qu'un philosophe doit vivre dans l'abstinence, doit se passer de sexe. Donc, c'est légitime de penser qu'une fois de temps en temps, un philosophe devait... il y avait beaucoup de vin dans ce temps-là. Donc, la partie de moi qui pense que c'est correct, que ça passe et que les philosophes stoïciens ne devaient pas avoir de restrictions par rapport à ça, c'est que tant qu'on reste dans la tempérance, tant qu'on ne part pas dans l'excès et qu'on gère bien ces désirs-là, c'est correct. Parce que veut pas, la philosophie stoïcienne nous apprend à vivre en harmonie avec les lois de la nature. Et s'il y a bien une loi de la nature qu'on connaît très bien, c'est celle de la procréation. Hein? Toutefois, si je fais l'avocat du diable, je viens de le dire, c'est que cette loi de la nature est dans un cadre de procréation, pas nécessairement du plaisir. Et si on est dans l'aspect du plaisir, à ce moment-là, on est dans l'aspect du désir et de la tentation. Et c'est là justement que l'autre moitié qui croit que les philosophes stoïciens peut-être n'encourageraient pas la consommation de plaisir charnel, est justement dans le cadre du plaisir, dans le cadre de la tentation. Et donc c'est là qu'il y a un peu cette contradiction là que je crois que d'un côté c'est bien, mais d'un côté ce n'est pas bien. Élaborons une réponse ensemble, mouillons-nous, let's go. Je crois, malheureusement, que selon la philosophie stoïcienne, le sexe n'est pas quelque chose qui est encouragé. Du moins, le sexe dans un cadre de plaisir n'est pas quelque chose qui est encouragé. Pour 3 raisons. La toute première raison est que, effectivement, lorsqu'on parle de tempérance, on parle de modérer ses désirs, modérer ses tentations, et comme je disais, la tentation, c'est vraiment ce qui est spécifique au sexe en tant que tel. Donc, si déjà à la base, c'est une vertu de modérer ses tentations, ça part pas bien, hein? Et surtout dans le cadre où, oui, c'est correct de vivre une vie
en phase avec les lois de la nature, mais les lois de la nature disent que c'est pour la procréation. Donc, si ce n'est pas pour la procréation, à ce moment-là, on n'est pas en phase avec les lois de la nature. Donc, logiquement parlant, on n'est pas en phase avec ce que les stoïciens encourageraient comme comportement. Donc ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle je pense que malheureusement, je dis malheureusement, les philosophes stoïciens n'encourageraient pas la consommation de sexe pour le plaisir. La deuxième raison vient d'un livre fabuleux que je vous recommande fortement de lire. C'est le Manuel d'Épictète. Un livre fabuleux, un tout petit livre de 150 pages environ, rempli de sagesse d'Épictète. Effectivement, mes 2 prochains points proviennent de ce livre-là. En réfléchissant un petit peu, il m'est venu ces passages du livre d'Épictète. Je vais vous le lire. Là, je vais regarder mon écran parce que je ne les connais pas par cœur. C'est des passages qui sont quand même assez longs. Donc, le premier passage dit « Souviens-toi de te comporter comme dans un banquet. Quand le plat faisant le tour des convives arrive devant toi, tends la main et serre-toi comme il convient. S'il te passe sous le nez, n'insiste pas. S'il tarde, ne louche pas dessus en salivant, mais attends qu'il arrive devant toi. Fais de même pour les enfants, pour une femme, pour les charges officielles, pour l'argent, et un jour tu seras digne de boire à la table des dieux. Mais si, les choses t'étant offertes, tu t'abstiens même d'y toucher, d'y jeter les yeux, tu seras digne non seulement de boire avec les dieux, mais de régner comme eux. C'est ainsi qu'ont vécu Diogène, Héraclite et leurs semblables, s'égalant par là aux dieux et gagnant le renom d'hommes divins. Donc, dans ce passage, au départ, on aurait tendance à croire qu'effectivement, comme dans un banquet, si les choses te sont offertes, prends-les. Donc, si le sexe t'est offert, prends-le. Et s'il te passe sous le nez, n'insiste pas. Donc là, on a vraiment une sorte de tempérance. S'il est là, prends-le, fais-toi plaisir, mais s'il passe, n'insiste pas ou quoi que ce soit. Mais on termine en disant, bon, tu seras digne de boire à la table des yeux, qui est quand même quelque chose de... C'est une très belle réussite, là. Tu seras digne de boire à la table des dieux, ce qui est déjà très bien. Sauf qu'il renchérit en disant, si ces choses qui te sont offertes, tu t'abstiens même d'y toucher, ben là, ça va être encore mieux. Et donc là, tu seras non seulement digne de boire avec les dieux, mais de régner comme eux. Et là, il donne des exemples comme Diogène et Héraclite, qui s'égalant par là aux dieux et gagnant le renom d'hommes divins. Donc, on a vraiment quelque chose qui est OK, tu peux consommer, mais encore mieux, abstiens-toi. Donc, je crois effectivement, si on cherche à pousser la philosophie stoïcienne à son paroxysme, à son mieux en tant que tel, à ce moment-là, faudrait s'abstenir de sexe. Et même chose, effectivement, pour un second passage dans le Manuel d'Épictète, un autre passage qui dit et qui parle justement de sexe. Épictète répond, je crois qu'Épictète répond même à la question. Et le passage se lit ainsi. Quant au sexe, dans la mesure du possible, garde-toi pur jusqu'au mariage. Quand tu fais l'amour, prends ta part de ce qui t'est permis. Toutefois, ne deviens pas bégueule envers ceux qui se livrent à la fornication. Ne te pose pas en censure de ces gens-là, ne va pas non plus proclamer partout que tu es continent. Donc, ce qu'on semble comprendre dans ce passage-là, il dit « Quant au sexe, dans la mesure du possible, garde-toi pur jusqu'au mariage. » Donc, il y a effectivement l'élément de abstiens-toi jusqu'au mariage. Et à partir du mariage, eh bien sûr, on le sait qu'il y a une sorte de permission, mais c'est une permission dans le but de procréer, n'est pas dans le but d'avoir du plaisir. Donc, effectivement, c'est la raison pour laquelle je crois qu'effectivement, dans la philosophie stoïcienne, il faudrait se garder abstinent jusqu'au mariage, et à partir de ce moment-là, le sexe ne serait pas encouragé pour le plaisir, mais serait encouragé pour la procréation en tant que telle. Ce serait la pensée que j'aurais par rapport au sujet du sexe dans la philosophie stoïcienne. Je n'ai pas fait de recherche, donc je n'ai pas été chercher l'avis des autres.
Cette pensée-là, encore une fois, je l'ai établie selon mon expérience jusqu'à maintenant, selon les livres que j'ai lus, selon ce que je connais de la philosophie stoïcienne, et j'en suis venu à établir un peu cette argumentation-là. Maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va aller chercher l'avis des gens. On va aller chercher l'avis des professionnels pour voir réellement, on est-tu dans la bonne direction? Est-ce que notre pensée, fait du sens? Ou est-ce que, au contraire, notre pensée, fait pas de sens, c'est c'est contre-courant ou quoi que ce soit? On va le savoir. Vous pouvez faire un peu l'exercice aussi, mettez la vidéo sur pause, élaborez votre pensée, écrivez peut-être un peu ce que vous pensez si c'est pas déjà fait. Et puis ensuite de ça, repartez la vidéo, puis on va regarder effectivement selon l'avis d'autres gens, l'avis de gens qui sont qui ont un peu plus d'expérience au niveau de la philosophie stoïcienne, qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc effectivement, hein, en bon enquêteur que je suis, en bon recherchiste que je suis, j'ai trouvé déjà à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que le sujet semble effectivement ne pas avoir été très développé. Effectivement. Donc, on n'est pas les seuls à se poser la question, heureusement. Force est de constater toutefois qu'il y a quand même assez d'informations pour arriver à un certain consensus. Je vous avertis tout de suite, c'est peut-être pas le consensus que vous vous attendiez ou que vous aimeriez entendre. Toutefois, j'ai trouvé 3 documents, effectivement, qu'on va regarder ensemble. Je vous donnerai les liens pour que vous puissiez regarder plus en détail si ça vous tente. Mais il y a 3 documents intéressants qui résument un peu tout ça. Donc, déjà à la base, le premier document que j'ai trouvé vient du site unregardstoicien.com. J'ai trouvé intéressant parce que déjà à la base, il parle de qu'est-ce que la pornographie et ensuite de ça, la pornographie sous l'angle de la justice. La justice étant l'une des vertus cardinales du stoïcisme. Là, on parle de pornographie, hein, et la pornographie, ça a une connotation un peu très moderne en tant que telle. On aurait tendance à penser à des vidéos, des sites, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ça, la pornographie en tant que telle, il y a des papyrus érotiques, j'ignorais complètement ça, vieux de 3000 ans. Le Kama Sutra, ben oui, hein, c'est quelque chose, c'est un document érotique. Et ainsi de suite. Donc, la pornographie en tant que telle n'est pas simplement ce qu'on connaît. Le site Un Regard Stoïcien nous donne une définition intéressante. La pornographie est la suivante: tout document qui sexualise de façon explicite son propre contenu, c'est-à-dire produit et diffuse un contenu en vue de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel il se destine. On parle pas vraiment ici de pornographie lorsqu'on est dans un couple. Toutefois, il y a un certain comportement qui peut justement provoquer l'excitation sexuelle en tant que telle. Hein? Un couple, des fois, Marc Aurèle avec sa petite coupe de vin, dans son bain, peu importe. Mais j'ai trouvé intéressant la définition de la pornographie, et pourquoi est-ce que je définis ça? C'est tout simplement pour mieux vous présenter un peu le point 2 qui est la pornographie sous l'angle de la justice, qui est là un peu le croustillant où je veux vous amener. Je voulais tout simplement vous définir la pornographie pour pas que vous disiez de quoi tu parles, pornographie, c'est pas tout ça, c'est pas de ça du tout qu'on parle. Donc ce que j'ai trouvé intéressant dans tout ce texte, je ne vous le lirai pas au complet, là. C'est très riche, c'est très intéressant, je vous partagerai le lien pour que vous alliez voir. Il y a 2 éléments que je veux vous présenter. Déjà à la base, ce point ici. Selon la classification de l'école du portique, la pornographie appartient à la catégorie des indifférents. OK? On se rappelle, Sénèque était quelqu'un de riche. Il mentionnait que la richesse n'est pas nécessairement mauvais, c'est le rapport qu'on a avec la richesse. Il faut être capable de vivre sans la richesse, comme on est capable de vivre avec la richesse. Donc la richesse est un indifférent préférable. Et bien là, effectivement, selon la classification de l'école du portique, la pornographie, donc tout acte qui provoque l'excitation sexuelle, tout acte ou document, appartient à la catégorie des indifférents. Donc les indifférents désignent tout ce qui n'a aucune valeur morale en soi dans l'absolu. Ils ne sont ni le bien
comme peuvent être la vertu, ni le mal, comme peuvent l'être le vice. Cela signifie que c'est notre rapport à la pornographie qui exprime le bien et le mal, et non la pornographie elle-même qui demeure aussi moralement indifférent qu'un tabouret, que notre réputation ou qu'une catastrophe nucléaire. Le bien renvoie aux vertus, justice, modération, courage, prudence, une forme d'excellence de caractère, et le mal renvoie au vice, à une forme de faiblesse intérieure qui nous rend malheureux et soumis aux événements extérieurs. Donc c'est intéressant de voir le point de vue. Fait qu'en fait, c'est un indifférent, selon le site Un regard stoïcien. Donc c'est un peu pour ça aussi qu'à la base, on était un peu mitigé. Ouais, c'est correct, mais d'un côté, c'est pas correct. Sénèque qui est riche, mais tu sais, la richesse, c'est pas supposé être correct. Donc c'est intéressant de voir que, selon eux, effectivement, la pornographie, ou du moins le sexe, dans le cadre d'un plaisir, tombe dans l'indifférent. L'autre élément que je veux vous montrer, c'est effectivement tiré du livre de Sénèque lui-même, le livre de la tranquillité de l'âme. Je trouvais très intéressant son point de vue, effectivement, qui est intéressant à connaître, considérant le deuxième point que je veux vous montrer, le deuxième document que j'ai trouvé. Donc Sénèque disait, il ne faut pas non plus maintenir l'esprit dans une tension continuelle. Il faut qu'il condescende à se divertir. Socrate ne rougissait pas de jouer avec de petits enfants. Avec un peu de vin, Caton donnait du relâche à son esprit fatigué des soucis du pouvoir. Et Scipion faisait mouvoir en cadence ce corps fait pour le triomphe et la guerre. Il faut accorder du relâche à l'esprit, une fois reposé, il se retrouvera meilleur et plus vif. Il ne faut pas trop exiger des terrains fertiles, on les épuisera vite en voulant qu'ils produisent sans interruption. Parfois, une promenade en voiture, un voyage, un changement d'atmosphère lui rendront vigueur, ainsi qu'un banquet ou un peu plus d'abondance que des coutumes dans la boisson. On peut même aller quelquefois jusqu'à l'ivresse, non pour s'y noyer, mais pour s'y plonger. Elle dissipe en effet nos soucis, elle ébranle l'âme jusqu'au fond. Comme elle est un remède à certaines maladies, elle l'est aussi à la tristesse. Il n'en faut cependant pas abuser pour que l'âme n'en prenne pas la mauvaise habitude, et pourtant il faut parfois l'entraîner hors d'elle-même pour la rendre joyeuse et libre, et il faut savoir s'écarter pour quelques moments d'une sobriété morose. Donc selon le document unregardstoicien.com, le sexe pour le plaisir ou la pornographie serait un indifférent. Ce serait le rapport qu'on a avec ça qui serait effectivement, qui pourrait être un vice en tant que tel. Le deuxième document que je vais vous montrer, c'est en fait une certaine introduction en tant que telle au livre Sénèque face à la sexualité d'Étienne Wolff. Une découverte, somme toute, très intéressante. J'ignorais complètement l'existence de ce livre. Et ce qu'on peut en comprendre justement des notes de l'auteur, c'est qu'effectivement, il mentionne ici, si Sénèque parle dans son œuvre fort peu de sexualité, la manière dont il le fait ne peut manquer de frapper. Il éprouve en effet le plaisir amoureux, non pas seulement l'aversion du moraliste, mais une répulsion horrifiée, plus suspecte, qui excède le cadre philosophique. Je vous paraphrase et je nous rends jusqu'en bas, ou du moins je vous le résume en tant que tel. La pensée de Sénèque, selon le petit résumé, je n'ai pas lu le livre, bien évidemment, je pourrais me tromper, mais semble parler que le sexe, pour le plaisir, ne serait pas nécessairement correct. Ce serait le sexe dans un cadre marital, donc dans un cadre mari et femme, dans le but de la procréation, qui serait le plus vertueux en tant que tel. Bien évidemment, je dis ça avec un certain grain de sel, parce qu'effectivement, on a vu la citation de Sénèque même dans la tranquillité de l'âme ici. Est-ce qu'il faisait référence au sexe lorsqu'il parlait de ça? Très difficile à dire. Peut-être qu'il parlait, on parle en tant que tel, on voit qu'il parle d'ivresse, d'alcool, donc c'est peut-être ça qui faisait référence. Ici, il semble avoir une vue assez pragmatique par rapport à ça. Et puis finalement, le troisième document, c'est Les Stoïciens et l'amour, un autre livre très intéressant qui a beaucoup piqué ma curiosité. Encore une fois, parce que c'est un sujet qui n'avait jamais été abordé auparavant.
Et justement, dans le livre de Daniel Babu, Les Stoïciens et l'amour, il mentionne qu'effectivement, c'est un sujet qui n'a pas été souvent couvert, donc qu'effectivement, on n'a pas énormément de documentation par rapport à tout ça. Ce qui est intéressant dans ce document-là, c'est qu'il fait justement une sorte de différence entre le stoïcisme contemporain et le stoïcisme un petit peu plus, je crois qu'il mentionne le stoïcisme hellénique en tant que tel, du temps de Zénon et ainsi de suite. Il mentionne qu'effectivement, le stoïcisme contemporain de Sénèque et ainsi de suite sont un petit peu plus pragmatiques, plus axés sur vraiment le mariage dans le but de la procréation. Et le stoïcisme un petit peu plus, des sources de Zénon, du temps de Platon et ainsi de suite, est un petit peu plus sur le plaisir, sur la relation qu'on a avec, effectivement, le sexe. C'est correct, c'est un indifférent si on ne devient pas dominé par le désir et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant de voir le point de vue de l'auteur. Encore une fois, c'est un résumé, c'est quelques pages qu'on a, je ne vous les lirai pas au complet. Vous pourrez aller voir le lien dans la description. Un livre qui semble être fort intéressant. Donc voilà, par rapport à notre propre réflexion, par rapport à certaines recherches qu'on a fait pour répondre à cette question, je crois qu'il est intéressant de constater que, effectivement, ça semble être, somme toute, le rapport qu'on a avec le sexe en tant que tel. J'aime bien l'idée de considérer le sexe comme un indifférent et j'aime bien la citation de Sénèque dans laquelle il mentionne qu'effectivement l'esprit a droit à une certaine relâche. Comme qui fait la comparaison avec un terrain fertile, si on lui demande toujours de produire, il va s'épuiser. C'est la même chose avec notre esprit. Si on lui demande toujours de performer, eh bien, il va s'épuiser. Et c'est prouvé avec certaines études psychologiques qu'effectivement, notre capacité à résister diminue avec le temps dans une journée donnée. Donc, plus on est capable de mettre son pied à terre et de résister à certains éléments tôt dans la journée, plus on va être susceptible d'être influencé à la fin de la journée. La résistance étant une énergie qui est dépensable en tant que telle. Donc effectivement, je crois sincèrement, et j'aime beaucoup la vision que c'est le rapport qu'on a avec cet indifférent qui va faire que ça va être un bien ou ça va être un vice. Somme toute, tant que vous êtes heureux, que ça ne vous freine pas dans votre vie, que ça ne cause pas de malheur à vous ou aux gens autour de vous, à ce moment-là, je vous dirais, faites-vous plaisir, donnez-vous du plaisir entre vous. Donc, partagez-moi en commentaire votre vision sur la question. Est-ce que selon vous, le sexe est un indifférent ou est-ce qu'il doit avoir lieu seulement dans un cadre de mariage? Bien sûr, dans le cadre de la philosophie stoïcienne. Quelle est votre vision là-dessus? Selon vous, quel rapport ont les philosophes stoïciens avec le sexe? Laissez-moi votre vision des choses en commentaire. Sinon, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de petites réflexions comme ça qu'on va faire, plein de commentaires sur des livres qu'on a lus, des découvertes qu'on a fait, peut-être des remises en question, des découvertes et ainsi de suite. Tout ça pour élaborer notre pensée, vulgariser la philosophie, faire en sorte que ce soit beaucoup plus accessible, pas trop compliqué, pas trop fancy non plus, et que vous puissiez justement récolter les fruits d'une bonne réflexion philosophique, atteindre un plus grand bien-être et une plus grande liberté. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Bye bye.